Bonjour et bienvenue sur Maintivox, le podcast qui donne la parole à la communauté maintenance. Dans cette émission, découvre la réalité et le dynamisme de ce métier via le témoignage de passionnés. Ils partagent avec toi leur choix de carrière, leur évolution professionnelle, leur savoir-faire et leur vision de la maintenance d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous accueillons Kevin, actuellement étudiant en alternance. Il s'est découvert une passion pour la maintenance lors de sa pratique en entreprise. Si tu aimes cette émission, abonne-toi et partage-la pour faire connaître les métiers de la maintenance. Bonne écoute. Bonjour Kevin, merci de nous accorder du temps pour qu'on puisse parler de ton parcours en maintenance industrielle. Donc tu es actuellement étudiant en alternance pour une formation Bac+2. Du coup, la première question que je voudrais te poser, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi la maintenance industrielle et qu'est-ce qui t'a attiré dans ces fonctions? Alors déjà, premièrement, j'ai pas vraiment choisi la maintenance industrielle. C'est que déjà depuis tout petit, j'aime bien bidouiller un petit peu à la maison. Je crois depuis l'âge de 8 ans, je répare des choses, je demande des choses. Et là, c'est tout simplement en intégrant une entreprise, petit à petit, je me suis mis donc à faire de la maintenance déjà curative sur les machines, sur différentes machines. Et c'est de fil en aiguille, j'ai commencé donc à essayer de faire de la maintenance préventive. Et là, j'ai vraiment manqué d'outils. Et je me suis dit pourquoi pas. Mon patron m'a dit pourquoi pas faire un BTS en alternance donc dans cette entreprise pour justement avoir les outils et mieux m'organiser et pouvoir mener cette mission à bien. D'accord. Voilà. Et du coup, avant d'engager cette formation en alternance, dans cette entreprise, tu étais dans le cadre d'une formation déjà ou Non du tout, mais je travaillais plus. Donc juste avant, j'avais fait donc un bac professionnel. D'accord. Donc ça n'a rien à voir du tout. D'accord. Rien à voir du tout. J'ai jamais fait géomètre topographe, donc j'ai fait plusieurs petits travails, et c'est en tombant dans une entreprise comme ça où il y avait possibilité justement de réparer des machines, etc. que ça s'est fait naturellement à force de faire de la production sur ces machines-là, on les connaît et comme je suis un peu curieux, je me suis renseigné un petit peu comment ça fonctionnait. D'accord. Et puis voilà. Donc tu as pris goût à la réparation et à la maintenance, au métier de la maintenance, finalement en faisant un peu par hasard dans une entreprise. Exactement, voilà, complètement par hasard finalement, parce qu'à la base on s'occupait pas de préventive. D'accord. On appelait des gens en externe pour vraiment faire les grosses réparations. Et maintenant on est capable donc de les gérer tout seul. Donc sur les nouvelles machines ou même les anciennes, quoi. Donc tu as eu une formation de géomètre topographe avant, donc ça n'avait rien à voir. Pourquoi est-ce que tu as choisi l'alternance et comment ce choix est arrivé par rapport à l'alternance? Pour ce choix, c'est parce que je travaillais déjà, donc je pouvais pas me permettre non plus de ne plus avoir de revenus du jour au lendemain. D'accord. Donc forcément, là, j'avais pas un grand choix. Ensuite, une formation initiale, je pense que c'est plus théorique. On peut mettre en pratique vraiment ce qu'on a vu à l'école en entreprise et inversement. D'accord. Donc ce qu'on apprend en entreprise nous sert très souvent aussi à l'école. Donc du coup, l'alternance c'est intéressant parce que d'abord c'est rémunéré. C'est une première chose. Et ensuite, si je comprends bien, tu aimes bien cet aspect mise en pratique immédiate de ce que tu apprends en cours, c'est ça? Exactement, voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, ça fait combien de temps que tu es en alternance et quel est le diplôme que tu prépares actuellement et à quel niveau d'études es-tu maintenant? Donc là, je prépare le diplôme de BTS assistant technique ingénieur. D'accord. Donc j'aurais pu prendre le BTS maintenance, mais j'ai juste pris assistant technique ingénieur au cas où j'aurais eu envie de continuer. D'accord. D'un point de vue compétences, c'est assez similaire au niveau des cours. Il n'y aura pas les cours de maintenance, mais on a quand même de l'organisation industrielle, donc ça compense quand même. Ensuite, ça fait 2 ans, donc là je suis à ma 2e année, donc c'est cette année vraiment que je vais passer tous les diplômes et certainement continuer après vers une école d'ingénieur. Et alors petite question, est-ce que dans ta classe, est-ce qu'il y a des étudiantes
parce qu'on sait que les métiers techniques, ça attire plutôt les garçons que les filles. Et est-ce que dans ta classe, alors déjà, combien est-ce que vous êtes dans ta classe et est-ce qu'il y a des étudiantes? Alors on est 9 et il y a 2 étudiantes. Donc une qui a une vingtaine d'années et l'autre qui a 48 ans qui est en reformation professionnelle. Ah d'accord. Voilà. Et qui suit le cursus complet de 2 ans pour avoir le Bac plus 2, le BTS. Exactement. Voilà. Bon, c'est intéressant, donc ça veut dire que 2 sur 9, c'est déjà c'est encourageant, parce qu'il y a déjà c'est une contre-tendance vraiment de voir qu'il y a de plus en plus de filles qui se mettent à la maintenance. D'accord. Même à l'entreprise actuelle où je suis, avec les outils appropriés et les protocoles appropriés, elles y prennent goût. Elles vont faire elles-mêmes des opérations de maintenance et sans des fois quand on les force ou quoi, c'est vraiment elles qui demandent à apprendre. Donc non, c'est juste que je pense qu'il faut avoir les bons outils et donner les moyens à tout le monde de faire la maintenance. Il y a pas c'est pas parce qu'on a un garçon ou une fille, souvent c'est des petites machines ou quoi, enfin il n'y a pas besoin d'être trop fort pour les soulever ou quoi que ce soit. D'accord. Enfin, tout dépend dans quel milieu, mais si c'est des petites machines ou quoi, il n'y a pas de raison. Après, j'imagine qu'après l'aspect diagnostic des pannes, etc., il y a pas, voilà, c'est quelque chose que tout le monde, entre guillemets, tout le monde est capable de faire. C'est une question d'analyse et de logique, je pense. Exactement, c'est une question de logique. Puis en général, les personnes qui produisent connaissent les machines et les réglages. Elles savent quand il y a un problème, quelque chose qui fonctionne pas. D'accord. C'est même des fois elles qui viennent dire peut-être qui vont dire il y a quelque chose qui fonctionne pas, est-ce que bon, elles peuvent toucher, finalement elles réparent tout seules, les réglages sont parfaits, il n'y a pas de problème. D'accord. Du coup, ça c'est peut-être un rôle important dans ton métier dans ta partie technicien de maintenance. C'est justement former les gens, les opérateurs. Parce que là les personnes qui demandent à être bien formées, les personnes dont tu parles, c'est surtout les opérateurs de production, c'est ça? Exactement. Les opératrices de production. Exactement. Qui ont envie d'être plus autonomes, de gagner du temps, quelle est leur motivation? Généralement en production, on a des temps à respecter. Donc un opérateur qui peut s'occuper soi-même de sa machine, il va gagner en autonomie forcément, pas être obligé de courir après celui qui s'occupe de la maintenance. Et finalement c'est intéressant parce qu'elle peut tenir plus facilement ses temps, savoir où est le problème, faire le réglage avant que ça devienne de la non-qualité. Donc vraiment adapter et appeler qu'en dernière nécessité. Donc ça va grâce à des il y a donc des protocoles de réglage, mais aussi des arbres de défaillance qui servent vraiment à identifier les pannes avant qu'elles deviennent critiques. Ils sont très demandeurs sur ça pour justement tenir leur temps et ça fonctionne très bien. D'accord. Finalement, si tu formes les gens, est-ce qu'ils deviennent super autonomes ou il y a peut-être des questions un peu plus techniques qui arrivent derrière? Comment ça se passe avec les opérateurs? Donc ça dépend des gens. Il y en a qui vont se contenter de ce qu'on leur a donné, qui sont très contents, et d'autres qui sont un peu comme moi, assez curieux, qui veulent toujours en savoir un peu plus. Donc ça dépend vraiment des gens. Ça dépend de la personne, de la personnalité surtout. De la personnalité. Ouais. Mais je pense que si on aime un petit peu toujours en savoir plus sur une machine, enfin vraiment la maintenance c'est vraiment le top. Pour s'épanouir au travail, si je puis dire. D'accord. Pourquoi? Pour briser un peu la routine par rapport au rythme de la production? Exact, c'est tout à fait ça, parce que la production, enfin, certaines personnes, ça ne va pas leur déranger de faire de la production tous les jours de la même manière. Moi, je ne peux pas produire tous les jours, faire la même chose. Non, c'est pas que j'adore quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais j'aime bien chercher, j'aime bien me dire, bon, il faut que je cherche à cet endroit-là, qu'est-ce qui ne va pas, changer les pièces. Et je suis content quand ça fonctionne après, enfin, c'est gratifiant. Du coup, voilà, t'aimes pas trop la routine alors, c'est ça? Non, exact. D'accord. Exact, j'aime pas du tout la routine, ouais. Tu as trouvé donc ton entreprise d'accueil, juste pour revenir par rapport à ton employeur actuel, tu as d'abord travaillé dans cette entreprise, et donc si j'ai bien compris, c'est ton employeur qui t'a finalement repéré et qui t'a proposé cette formation, c'est bien ça? Exactement. Mais il voyait vraiment que ça m'intéressait, que j'essayais de faire de mon mieux, mais forcément,
un peu maladroitement au niveau d'organisation peut-être des maintenances. J'avais pas forcément les outils nécessaires, enfin les outils, mes outils, pas des outils physiques. Oui. J'avais pas les outils nécessaires et donc c'était un peu maladroit et finalement même quand je lui parlais d'une panne où j'avais pas le nom des pièces, je savais pas exactement les appellations, etc. Là, il me fallait vraiment les outils pour pouvoir communiquer même avec des fournisseurs ou, sans être bon. Là, c'était le numéro de référence. D'accord. Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une espèce de rouleau. Non, enfin, c'est plus intéressant d'avoir les noms. D'accord. Les noms. Ouais, venant d'une formation finalement où tu n'étais pas du tout dans la technique, enfin, dans cette technique-là, tu as eu besoin d'acquérir déjà le vocabulaire, c'est ça ? Le vocabulaire. Les réflexes, les méthodes de travail. Pour trouver l'entreprise, finalement, c'est ton employeur qui, j'imagine, avait un besoin au départ, a identifié que tu étais quelqu'un de motivé et à potentiel, et qui a décidé finalement de t'accompagner, de te faire grandir par cette formation d'alternance. Exactement. Et alors, juste pour expliquer comment est rythmé ton emploi du temps, déjà entre l'école et l'entreprise, comment ça fonctionne ? Alors, c'est environ 3 semaines d'entreprise, 3 semaines d'école. Donc, il y a des fois quelques petites variations en fonction de certaines vacances scolaires ou certaines vacances scolaires, parce que des fois, il y a les ateliers qui sont disponibles, donc on essaie d'être là certaines semaines. Donc là, fini les vacances scolaires, par contre. Donc là, il faut prendre ses congés lorsqu'on est chez l'employeur et pas lorsqu'on est à l'école. Voilà, sinon ça serait trop compliqué. Donc c'est 3 semaines, 3 semaines. Voilà. 3 semaines, d'accord. Ça, c'est l'alternance entre l'école et l'entreprise. Comment est organisée ta mission au quotidien en entreprise ? Qu'est-ce que tu fais ? Voilà, une journée type, comment est-ce que ça s'organise ? Alors là, alors une journée type actuellement en entreprise. Donc le matin, je vais faire de la production pour aider, parce que c'est une petite entreprise, donc on a besoin quand même de main d'œuvre. Par contre, l'après-midi, on a banalisé toutes les après-midi pour que je m'occupe vraiment de la maintenance. D'accord. Donc en l'occurrence là, c'est vraiment un projet d'organisation de cette maintenance-là. Bon, s'il y a des maintenances à faire, bien sûr, je vais les faire. Mais vraiment organiser cette maintenance, donc les plannings, organiser un petit peu la gestion des stocks de pièces machines. Vraiment qu'on ait quelque chose de concret, des fichiers de suivi de la maintenance pour pouvoir faire des statistiques et ensuite vraiment nous aider à établir un plan de maintenance préventive plus détaillé. Donc savoir, au bout de temps de mois, il va y avoir un roulement qui casse. C'est bizarre, il casse tous les 3 mois. Donc si on le changeait au bout de 2 mois et demi, j'essaie de mettre en place ce genre de choses-là. D'accord. Et bon, pour l'instant, ça fonctionne de mieux en mieux. Comme la mise en place de tableaux de maintenance, donc de maintenance simple que tout le monde peut faire, où on peut remplir, c'est un tableau annuel avec des couleurs. Donc très simple, les personnes peuvent remplir leur maintenance. Et du coup, on a noté que le taux de réalisation est passé d'environ 30%, taux de réalisation des maintenances, est passé vraiment à environ 80%. D'accord. Donc finalement, durant nos saisons, on sent vraiment qu'on a moins d'arrêts de production. Donc c'est certainement dû à ça, j'espère. Dû à ça, normalement, dû donc à la maintenance préventive. On sait qu'avant les pics de production, on va changer telle pièce parce qu'on sait que c'est elle qui casse en général et qu'on ne veut pas qu'elle nous arrête pendant notre production. D'accord. Donc vraiment que ce soit une production continue. Voilà. Alors, donc, juste pour resituer aussi, donc c'est une PME. Il y a combien de personnes en maintenance ? Une seule. Une seule personne. C'est toi ? Une seule personne, sachant qu'une ingénieure de production vient d'arriver. D'accord. Donc il y a environ 6 mois, 1 an. Donc à terme, quand moi je partirai, c'est elle qui s'occupera vraiment de ça. Donc là, elle m'aide un petit peu elle me donne les outils nécessaires vraiment à mettre en place cette maintenance. Donc elle va me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu devrais peut-être faire comme ça. Elle m'aide vraiment à construire mieux tous ces outils, que ce soit viable et que ça passe pas à la trappe dès que je mourrai. Donc elle aidera aussi à faire perdurer justement ces outils quand je serai plus là aussi. Alors, j'ai noté une chose dans ce que tu as expliqué. Donc, pour la maintenance, ce n'est pas que des interventions de réparation de panne. C'est aussi, du coup, la mise en place d'un ensemble de méthodes, c'est ça, de travail.
des méthodes avec des fiches de suivi, machine par machine, je suppose, Exact. planning, des stocks. Du coup, finalement, on est loin de la réparation en elle-même. Est-ce que justement tu voyais toutes ces choses-là avant? Est-ce que tu imaginais que la maintenance, ça allait au-delà de simplement réparer quand c'est cassé, et comment est-ce que au fur et à mesure tu as mis en place toutes ces méthodes? Alors pas du tout, au début je pensais que justement c'était que réparer, D'accord. mais l'entreprise grandit, il y a de plus en plus de commandes, on se rend compte que quand ça casse et qu'on doit réparer, on perd énormément de temps sur la production, il y a du retard. Durant les saisons, quand on a des personnes qui sont là pour produire et qu'elles ne peuvent pas produire et qu'on est obligé de réparer, on a la pression, on répare plus vite, on répare mal. Du coup, non, à la base je pensais qu'il fallait juste réparer, mais finalement on se retrouve à vite être débordé. Il arrive souvent que, ah mince, je suis en train d'en réparer une, hop, une panne à côté. Vraiment, débordé, c'est le terme. Ouais. On peut se laisser déborder très facilement. C'est là où je me suis dit, il faudrait peut-être organiser cette maintenance. Et en fait, oui, c'est tout à fait logique d'organiser la maintenance. Et oui, la maintenance préventive, on le fait même pour les voitures, on le fait pour tout finalement. C'était logique, mais bon. C'est logique, ouais. Une fois qu'on le sait, ça paraît logique, mais c'est vrai que sur le moment, on essaie de réparer comme on peut, et à force, on essaie d'optimiser pour vraiment plus avoir d'arrêt, quoi. Est-ce que tu vois une différence dans ta façon de faire la maintenance entre il y a un an et aujourd'hui? Est-ce que tu as des choses qui se sont améliorées ou des idées qui ont pu évoluer? Voilà, est-ce que tu vois une différence entre ce que tu faisais il y a un an et aujourd'hui? Oui, alors avant, j'étais plus... Enfin, peut-être le terme un peu bourrin. Ouais. C'est-à-dire que je voyais vraiment une panne, j'y allais direct, hop, je démontais, etc. Là, maintenant, je suis plus à essayer de comprendre d'où vient cette panne. Est-ce qu'il n'y a pas une pièce qui a engendré cette panne? Et comme j'ai un suivi d'historique de tout ce qui s'est passé sur cette machine, par exemple, si un roulement se casse au bout de même pas 2 mois, je me dis, bon, c'est qu'il y a forcément un autre problème. Je prends plus les choses, j'essaie de comprendre pourquoi ça a cassé et comment on pourrait l'éviter, plutôt que me dire, je vais réparer vite. Non, puisque finalement, maintenant, en principe, ça casse pas pendant la production. On commence à sentir l'usure, puis tous les employés savent, ils se disent, il y a ça qui commence qui a fait un bruit bizarre, ça coupe pas très bien. Voilà, on commence à vraiment être dans dans le préventif. D'accord. Et pas dans le curatif, et ça, c'est pas que dans mon cerveau que c'est rentré vraiment, c'est tout le monde qui commence à l'intégrer, et oui, non, on est plus dans le préventif, vraiment. Tout à l'heure, tu nous expliquais que tu as mis en place des tableaux de maintenance préventive et que le taux de réalisation est passé de 30 à 80%. C'est quoi? C'est-à-dire qu'avant, les gens ne faisaient pas les préventifs, c'est ça? Et qu'est-ce que c'est que le taux de réalisation? Par exemple, je parle d'une machine simple, un compresseur, une purge de compresseur. On nous avait conseillé de le purger 1 fois par semaine de notre utilisation. La purge était quasiment jamais effectuée. Maintenant, il y a un tableau. On peut mettre un petit pion. Donc, on sait qui l'a fait. Ça encourage à venir mettre son petit pion. Et du coup, on voit vraiment... en fait, il est fait... Par exemple, le compresseur, il n'y a pas eu de raté depuis début janvier. Enfin, toutes les semaines, le compresseur a été purgé. Parce que c'est simple, souvent c'est des maintenances très simples à faire. C'est même pas des maintenances, c'est vraiment des petits gestes qu'il faut s'habituer à faire. On les oublie parce qu'on a eu un contretemps, parce que finalement, il est 16h30, c'est l'heure que je veux partir. Là, on regarde le tableau avant de partir, on se dit qu'est-ce que je peux faire vraiment pour avancer la maintenance. Et finalement, s'enlever une épine du pied pour les jours où il y a plus de production. Donc je pense que c'est se dire, bon, je prends 5 minutes de plus aujourd'hui, et après je gagne même 10 minutes, ou même plus, un autre jour où il y aura beaucoup de production. On optimise pour garder notre matériel intact. Parce que là, c'est arrivé à un moment où on commençait vraiment à avoir des pannes, beaucoup de pannes, dû à la forte production. C'était vraiment toutes les machines commençaient vraiment à avoir un petit pet de travers, et c'était plus possible, quoi. On était bloqué et c'est assez stressant. Donc maintenant, on préfère prévoir. Donc c'est une PME aussi, il y a une forte saisonnalité.
Entre l'hiver et l'été, il y a quoi, on double, on triple la production, voire plus. Même plus. Oui, ça passe de 400 à 8000 commandes. D'accord. Une journée classique, c'est 400 commandes. Une journée vraiment pic d'activité, oui, c'est 8000 commandes. Donc, d'accord. Il y a vraiment une grosse différence. Donc il y a vraiment du coup une accélération au niveau des contraintes sur les machines. Vous intégrez même de nouvelles machines pour pouvoir répondre à la demande. Exact. Et aussi de nouvelles équipes en production qui sont là, donc un personnel saisonnier qui vient que pour cette période-là. En tant qu'alternant, est-ce que tu es impliqué justement dans l'organisation de la maintenance, la formation éventuellement de ces opérateurs? Alors oui, bon là maintenant, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de saisonniers, ce qui se passe c'est qu'on forme 2 personnes par équipe, donc on fait des équipes, une qui va commencer de 6h à environ 13h, et l'autre de 14h à 21h, donc c'est vraiment 2-8, où il y a un chef d'équipe, donc actuellement je suis chef d'équipe, et plus du tout dans la maintenance quand on est en saison, parce qu'on peut pas se le permettre. Et on a vraiment 2 personnes qu'on forme bien au processus de production, qui vont s'occuper de former tous les saisonniers qui vont arriver. D'accord. Donc bien sûr, il y a des questions, nous on est là pour des questions plus techniques, mais on est avant tout là en chef d'équipe pour organiser cette fois le temps. Donc là, on n'est plus trop dans la maintenance. Alors bien sûr, s'il y a une machine qui casse, je serai là pour réparer, il n'y aura pas de problème. Mais mon rôle, vraiment, durant la saison, c'est vraiment chef d'équipe. Il y a donc 2 personnes qui sont chargées de former les nouveaux, de leur indiquer la marche à suivre. D'accord. On a des petits protocoles aussi qui indiquent comment faire la maintenance. Parce qu'on leur montre la maintenance une ou 2 fois, et ensuite, s'ils ne se rappellent pas de quel produit utiliser, etc., ils auront comme une sorte de pense-bête, format A5. C'est pas très gros, c'est que des photos. C'est vraiment très simple, c'est juste pour qu'ils s'en rappellent. D'accord. Qu'ils assurent le basique. Le strict minimum, voilà. Ok, donc ça semble des missions quand même, j'ai l'impression en tout cas à t'écouter, assez intéressantes et épanouissantes au niveau professionnel. Exact. Par rapport aux relations avec les gens, enfin je sais pas, au-delà de l'aspect technique, est-ce que la maintenance t'amène des choses? Oui, déjà ça fait une certaine reconnaissance, je pense. Enfin, personnellement, ça me fait plaisir quand on me dit ah ben depuis qu'il y a ça, franchement, on a trois saisonniers de moins l'été en production et ça passe mieux. On comprend pas, ça passe mieux. Mais enfin, je me dis bon, c'est pas que grâce à moi. Il y a aussi, on a eu des formations de management qui aident aussi, mais on a aussi la maintenance. Enfin, on voit que les machines ont beaucoup moins de mais il y a presque pas de panne en fait, et du coup forcément s'il y a pas de panne, ça avance tout simplement. On n'a pas l'impression on n'a pas de retard, ça passe vraiment très bien quoi. Donc ça déjà c'est gratifiant de se dire que bon, on y est pour quelque chose. D'un autre point de vue, ça fait gagner aussi de la confiance en soi pour apprise à l'école ou apprise en entreprise. Bon, on peut le faire soi-même. C'est des petites choses du quotidien. Je réparais déjà pas mal de choses, mais c'est vrai que ça m'a fait gagner en confiance. Enfin, le réflexe d'aller chercher une doc, alors qu'avant, je faisais un petit peu à bourrin aussi. Le réflexe de vraiment... ça apporte des connaissances, pas que pour l'entreprise finalement, c'est vraiment aussi pour tous les jours. D'accord. Donc tu fais une formation en BTS ATI, donc assistant technique d'ingénieur. Qu'est-ce que tu as apporté comme méthode? Est-ce que tu as des cours d'organisation, de la maintenance, ou quels éléments t'apporte l'école? Tout d'abord, déjà les cours d'électrotechnique, vraiment apprendre un petit peu tous les courants, etc. Enfin, quand on est en maintenance, on ne va pas différencier forcément un moteur de courant à courant continu d'un moteur à courant alternatif. Enfin, maintenant, ça paraît basique, mais c'est vrai qu'on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Il y a plein de petites choses comme ça, ou même reconnaître le courant triphasé du monophasé, ou il y a plein de choses comme ça qui aident aussi en organisation industrielle. Donc ça, bon, pour moi, l'organisation industrielle, c'est vraiment ce que je vois en entreprise. Donc finalement, ça m'apporte pas grand-chose parce que c'est ce que je vois. Mais je vois, ça serait dans d'autres entreprises un petit peu moins industrielles, peut-être que ça pourrait apporter des connaissances qui manquent. D'accord. Donc c'est intéressant parce que là, on voit vraiment que le parallèle se fait et oui, c'est clairement la même chose.
Après, bon, bien sûr, il y a les cours d'anglais, parce que toutes les docs maintenant sont en anglais. Donc quand on veut chercher une information, c'est en anglais le plus souvent. Tout dépend des machines, mais souvent c'est en anglais, oui. On a des cours d'automatisme, un petit peu pour moi dépassé. Enfin, ça me sert pas quand on n'utilise pas d'automates, hein, mais si on utilise des automates dans des plus grosses productions, je pense que là ça serait utile. Bon, les maths bien sûr, ça, c'est la base si on veut continuer. La physique, c'est pas de la physique classique, c'est de la physique appliquée. Donc ça reprend tout ce qui est hacheur, onduleur, enfin vraiment comprendre les bases de la transformation du courant, comment ça fonctionne, courant, pareil, les moteurs à courant continu, moteurs asynchrone, etc. pour vraiment savoir qu'est-ce qu'on touche, qu'est-ce qu'on répare, quoi. Donc les transformateurs, ça permet de savoir qu'est-ce qui est envoyé, comment ça fonctionne, et des fois on peut trouver peut-être une panne avec ça, et ça peut être intéressant d'avoir des connaissances, même d'un point de vue sécurité. Des fois, savoir où pas mettre les doigts, c'est peut-être intéressant aussi. D'accord. Donc l'école t'apporte, si je comprends bien, des bases théoriques pour mieux comprendre finalement le fonctionnement des machines, par exemple. Quand tu es face à une machine, tu es capable déjà de repérer quel type de machine c'est, ce qui est quand même important, puisque effectivement, j'imagine, pour pouvoir réparer quelque chose qui est en panne, il faut savoir comment c'est censé fonctionner à la base, pour pouvoir ramener cet équipement dans un état de fonctionnement normal. Donc l'école t'apporte ces bases théoriques. Aujourd'hui, on rentre dans le numérique. Est-ce que Internet te permet d'apprendre des choses que l'école ne t'apprend pas, de compléter peut-être ta formation? Est-ce que tu utilises Internet pour ton travail? Tous les jours, je vais plus facilement. Il m'arrive même de prendre des doc machines ou des docs carrément sur Internet en flashant le QR code qu'il y a sur certains produits, ou ça m'arrive même plus souvent de consulter des documents sur Internet que de vraiment aller chercher la documentation papier. Donc ça, je pense que c'est la nouvelle ère. Bien sûr. Internet, on a toujours le smartphone dans la poche, mais oui, clairement, il m'arrive très souvent de regarder sur Internet si je suis pas sûr de quelque chose, pour regarder certaines références, si c'est des références de moteur, est-ce que pour avoir les plaques signalétiques qui se sont effacées, ou des choses comme ça. Enfin, pour n'importe quoi, on peut utiliser. Pour ça, Internet, c'est vraiment. Je pense que ça facilite vraiment les choses. Est-ce que tu trouves donc là j'ai compris, tu trouvais des références de pièces ou de machines. Est-ce que tu as des tutoriels pour réparer des choses? Est-ce que tu cherches? Oui, il y a des tutoriels. Après, ça m'arrive rarement de regarder des tutoriels parce que ça pourrait m'arriver, hein, je dis pas. Oui, bien sûr. Oui. Ça pourrait m'arriver. Là, pour l'instant, non. J'en regarde pas pour ce genre de choses. C'est pour le fonctionnement que ça va m'intéresser. Donc, j'aime bien savoir un petit peu quelle pièce sert à quoi. Donc bon, ça peut m'arriver, oui, de regarder sur Internet comment c'est fait un moteur brushless, comment c'est fait. Vraiment, ça peut m'arriver, oui, de regarder. Mais du coup, Internet, c'est plutôt déjà à la base, c'est pour pouvoir trouver les bonnes docs, c'est ça? Oui, ça peut pour trouver les docs, pour trouver certaines références. Enfin, franchement, même Internet, il y a carrément pour calculer des rapports, certains rapports de réduction, ou la pression pour les compresseurs, etc. La conversion des unités. Voilà, la conversion des unités. Moi, j'utilise des convertisseurs pour voir à peu près combien ça donne, parce que à vue de nez, je sais pas en pouces combien ça fait, et quand on doit faire une commande, Donc, et est-ce que ton entreprise est donc on parle aussi beaucoup de maintenance 4.0. Est-ce que dans ton entreprise l'informatisation déjà est présente, et est-ce qu'elle t'aide toi dans l'organisation de la stratégie de maintenance de l'entreprise? Alors oui, d'une part parce que toutes les pièces maintenant qui sortent d'une machine sont inscrites directement dans un fichier de maintenance. Ce fichier, donc il y aura le numéro de machine, parce que j'ai identifié toutes les machines physiquement, parce qu'on a beaucoup de machines qui se ressemblent, enfin qui sont les mêmes, donc si c'est la même marque, c'est difficile de les identifier. Là, chaque pièce sortie est identifiée dans le tableau avec son problème, etc. Donc oui, l'outil informatique aide grandement.
Pour l'instant, comme c'est sur un fichier Excel, c'est pas facile à tout le monde de le noter. Donc je suis obligé de, moi, en fin de mois ou fin de semaine, prendre toutes les pièces et recopier sur mon tableau avec les dates, parce que je leur demande de mettre les dates, le numéro de machine et la raison. D'accord. Voilà. Donc là, effectivement, c'est pas super pratique. Là, j'ai dégoté une tablette qu'on avait et j'essaye de mettre ça sur tablette pour que chaque personne qui va en maintenance puisse donc avec sa tablette de suite rentrer les données elle-même. Comme ça me ferait gagner aussi du temps. Bien sûr, du temps pour le suivi. Pour le suivi. Et des données comme les temps de fonctionnement des machines, est-ce que ça c'est des choses qui sont centralisées? Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte? Du tout. Alors non, le temps de fonctionnement des machines, je note sur ce fichier donc le kilométrage pour savoir à quel kilométrage environ je change certaines pièces. En revanche, je n'utilise pas le temps de machine, le temps de production de machine. D'accord. Parce que en temps normal, il varie tellement d'un jour à l'autre qu'il faudrait tout le temps le noter. Ou peut-être l'automatiser avec l'outil de production. Très bien. Est-ce que... Alors, on a assez longuement parlé de tes missions, mais finalement, tel que tu les décris, enfin, tu es encore en alternance, mais tu es quand même bien rentré dans le sujet, j'ai l'impression, et de manière très pratique et pragmatique. Donc, Bac+2, tu passes ton diplôme là très bientôt. Comment est-ce que tu envisages la suite? Est-ce que tu vas... Donc, tout à l'heure, tu m'as parlé de poursuite d'études. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, du coup, je pensais pas poursuivre mes études, mais donc là, j'ai changé d'avis. Je me suis dit que ça serait dommage de s'arrêter là, parce que c'est comme une soif de connaissance. Enfin, quand on commence à rentrer peut-être dans un domaine, on se rend compte que finalement, quand on commence il y a une espèce de pyramide, on se dit, ça y est, je commence vraiment à comprendre. Et là, quand on passe le cap, on se dit, ah non, en fait, il y a énormément de choses. Il faut vraiment que j'approfondisse, même si ça serait pas nécessaire pour continuer à faire ce que je fais. Mais non, enfin, j'en veux plus. Je veux vraiment, j'en veux vraiment plus. Donc, une école d'ingénieur, je pense que ça peut encore plus m'apporter tous les outils, les connaissances vraiment que j'ai besoin pour vraiment savoir tout, enfin, pas savoir tout faire, mais savoir encore plus mieux comprendre. Mieux comprendre, voilà, c'est ça, mieux comprendre comment les appareils sont faits. Donc, alors, finalement, tu passes il y a quelques années, une formation qui n'a rien à voir avec la maintenance. Petit à petit, tu découvres une passion peut-être un peu pour ce métier, une entreprise qui t'a accueilli, et puis là, tu es en train de parler de rentrer dans une école d'ingénieur, donc c'est une sacrée... Tu prévoyais ça ou enfin... Absolument pas, absolument pas. C'est là, en voyant la fin du BTS arriver, je me suis dit que j'ai regretté quelques années après mon bac professionnel d'avoir arrêté. Je me disais voilà, là à part faire géomètre, topographe, finalement, c'est comme si j'avais rien pour le reste. Donc finalement, c'est un peu pas dégradant, mais c'est vrai que là, pour juste un BTS, finalement, ça donne de suite des compétences, et enfin, c'est surtout des compétences reconnues, parce qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas de diplôme ou des CAP qui sont vraiment, vraiment très compétentes. Ça, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que quand on est jeune, là, j'avais l'expérience, mais j'avais pas les diplômes. Du coup, en général, c'est l'inverse. C'est le diplôme et pas l'expérience. Mais bon, c'est vrai que c'est pas facile, même si j'aurais voulu trouver un autre travail ou quoi. Qui c'est qui va me prendre pour de la maintenance alors que j'avais pas de diplôme? Je ne sais pas si j'ai de la crédibilité. Que là, maintenant, oui, avec un diplôme Bac+2 déjà, je pense que c'est plus crédible. Et là, si j'arrive à décrocher un Bac+5, ça serait encore mieux, quoi. Ok, c'est super. Donc, merci beaucoup, Kevin. Voilà, on a pu échanger ouvertement sur ton métier, sur ce que tu fais actuellement. Je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Voilà.